Nous vous proposons de retrouver dans un instant une rencontre enregistrée dans le cadre de la 8e édition du festival L'Histoire à venir, entrecroisant sciences, arts et littérature, qui se tenait du 15 au 18 mai 2025 à Toulouse et la région Occitanie, autour de la thématique « À l'écoute ». Je crois qu'on va pouvoir commencer la rencontre. Je prends juste 5 minutes pour présenter le festival. Donc, je mets ma casquette du comité éditorial du Festival L'Histoire à venir. Je suis Solène Rivoal, je fais partie de ce comité éditorial. Simplement pour vous expliquer le cadre de cette rencontre, on est au cœur du Festival L'Histoire à venir. C'est la 8e édition. Donc la 8e année qu'on organise ce festival. On est très heureux de vous accueillir. C'est un festival qui est organisé par 4 partenaires. Ombre Blanche, la librairie dans laquelle vous êtes, les éditions Anacarsis de sciences humaines et sociales, le Théâtre Garonne, où continue généralement toutes les événements, tous les événements, toutes les soirées que vous pouvez suivre avec nous du jeudi à dimanche. Et puis l'université, et l'université en particulier Toulouse-Jean Jaurès et l'université Champollion d'Albi, dont je fais partie. C'est un projet qui est un projet donc d'histoire et de sciences sociales. L'idée, c'est de faire sortir nos disciplines, nos savoirs dans la ville, les partager avec qui veut, proposer des rencontres. Cette année, c'est le thème à l'écoute qui a été retenu. Et vous avez le programme, d'ailleurs, dans la librairie, hein, si vous voulez regarder ici, je sais pas, il y en a certains qui l'ont, d'autres vous pouvez vous le procurer à la sortie, voilà, avec les bénévoles qui vous font signe derrière, pour continuer à être un peu avec nous jusqu'à dimanche. Et donc, je vais passer la parole sans plus attendre à nos intervenants. Donc, pour présenter le livre de Fabien Clouette, qui est ici. Donc, Fabien, je laisserai Romain te présenter plus amplement. On a fait appel à notre collègue Romain Granchet, qui est donc chargé de recherche au CNRS, qui est spécialiste des mondes de la pêche en France au XVIIIe, XIXe siècle, qui travaille au laboratoire Framespa avec une partie d'entre nous, dont moi ici présente, et il va nous présenter, ou en tout cas dialoguer avec Fabien pour cette rencontre. Voilà. Je passe la parole à mes collègues et je vous souhaite encore une très bonne rencontre, un bon festival. Merci Solène et bonjour à toutes et tous. Merci d'être là si nombreux pour écouter cette discussion autour du livre de Fabien Clouette. Donc Fabien, je ne vais pas te présenter longuement parce qu'il y avait déjà des informations sur le site, mais tu es anthropologue au CNRS, tu es un spécialiste de l'étude des terrains maritimes. Et un peu la spécificité méthodologique de ton travail, c'est que tu t'attaches à étudier ces terrains maritimes en intégrant, en faisant vraiment attention au point de vue de ceux qui les habitent, qui les fréquentent. C'est ce que tu as fait dans ta thèse en repartant du point de vue des expériences des marins-pêcheurs. Et là, plus récemment, dans ce livre, ce que tu essayes de faire, c'est donc de donner toute leur place aux grands mammifères marins qui peuplent les mers et les océans. Et donc qui sont au cœur de ton livre, donc que tu as intitulé « Des vies océaniques, quand des animaux et des humains se rencontrent ». Donc l'objet de ce livre, c'est donc des mammifères marins, mais pas n'importe lesquels. T'as choisi quelques cas d'animaux qui sont des animaux singuliers, tu parles même d'animaux déviants, donc c'est des mammifères marins, mais pas tout à fait comme les autres. Et peut-être pour qu'on soit directement dans le sujet, tu pourrais nous préciser en quoi les animaux que tu as choisi d'étudier sont différents. Merci Romain. Et puis merci à vous et merci à l'organisation du festival pour cette rencontre et puis pour le festival de manière générale. Alors c'est vrai que le livre s'organise en 4 parties. Qui sont des biographies d'animaux. En réalité, c'est surtout un prétexte à raconter la partie de la vie de ces animaux qui nous implique, nous humains, au statut, aux légitimités, aux intérêts, aux sensibilités diverses qui gravitent autour de ces animaux. Mais il faut bien le dire, c'est quand même des animaux
qu'on a nommés, qu'on a suivis, qu'on a parfois starisés, et qui ont eu, d'une certaine manière, une singularité par rapport à leurs congénères. Donc il y a un phoque gris, d'abord. Ensuite, il y a un grand dauphin, un rorqual commun, juvénile, et une famille d'orques. Donc on pourra peut-être déplier ces exemples au fil de la discussion. Mais à chaque fois, ce qui m'intéressait, c'était que ces animaux, que ce soit par les scientifiques, que ce soit par des activistes, que ce soit par des professionnels, différents publics comme ça, eh bien, ils étaient singularisés, ils étaient individualisés, et pour des causes parfois un peu différentes, mais il me semblait montrer mettre en évidence certaines problématiques liées à notre rapport et à la transformation de notre rapport à cette faune, à ces animaux, non plus forcément perçus dans leur ensemble, à l'échelle de l'espèce, souvent avec des considérations de conservation, avec des impératifs scientifiques derrière, mais à l'échelle de l'individu et donc avec davantage des conceptions morales et moins du côté peut-être de la cause environnementale, mais plus du côté de la cause animale. Donc voilà, je sais pas trop si ça répond à ta première question, mais... Si. En fait, donc, comme tu l'as dit, on va un peu entrer dans le cœur du livre en dépliant les différents cas. Donc on va les reprendre dans l'ordre. Donc le premier dont on parlera, c'est le phoque qui s'appelle You. Ouais. Tu vas nous expliquer pourquoi. Mais globalement, l'un des enjeux du livre, c'est de questionner nos rapports aux animaux sauvages et de montrer comment ces différents cas d'animaux qui se comportent différemment viennent faire rejouer les frontières établies entre ce qu'on a coutume de distinguer, c'est-à-dire la nature d'un côté, la culture de l'autre, le sauvage d'un côté, le domestique de l'autre. Donc c'est vraiment ces grosses questions anthropologiques que tu viens progressivement travailler, documenter à partir de ces exemples très particuliers. Donc si ça te va, on commence par le phoque You. Il s'appelle vraiment comme ça. Hein. Il s'appelle comme ça parce qu'en fait, donc c'est un phoque qui est arrivé tout jeune sur les côtes de Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, il avait la particularité de ne pas avoir du tout peur des humains. Et donc, il montait sur les planches de surf des surfeurs du coin, des Landes, là, ou de Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, on dit qu'il s'est imprégné de l'humain. Lui, ça lui posait pas du tout de problème. Les humains non plus, ils en ont presque fait une sorte de mascotte, et puis il a grossi, il a grandi, et puis il est devenu un peu plus gênant, et de mascotte il est devenu un petit peu animal, pour utiliser les catégories qu'on a pour se référer aux animaux avec qui on a des contacts. Il est devenu un peu nuisible, et donc s'est posé la question de qu'en faire. Cet animal que les surfeurs avaient nommé You par esprit potache un peu. Et que tu as rencontré, You. Oui. Du coup, mais cette fois-ci en Bretagne, parce que ce qui s'est passé, c'est que comme il gênait les activités de Nouvelle-Aquitaine, on s'est demandé est-ce qu'on le supprime, c'est-à-dire est-ce qu'on le tue. C'était il y a plus de 10 ans. Enfin, c'était il y a plus de 10 ans, donc... Voilà, aujourd'hui on le ferait pas. Donc c'était pas possible. C'était un animal qui était déjà protégé. Est-ce qu'on le capture? Qu'est-ce qu'on fait avec cet animal? Donc finalement il a été décidé de le capturer et de le mettre en détention provisoire. Alors, maintenant ça s'appelle détention temporaire, mais le terme c'était détention provisoire à l'époque, ce qui est aussi assez vertigineux, à Océanopolis. Et l'idée c'était de le mettre à l'isolement pour qu'il se désimprègne des humains. Et qui redeviennent phoques un petit peu, et qui ensuite pour le remettre à l'eau là où il y a des colonies de phoques gris de son espèce, et qui rencontre d'autres phoques gris pour qu'ils réapprennent à redevenir phoques, pour qu'ils retournent dans son espèce, quoi. Et donc moi c'est comme ça aussi que je l'ai rencontré. J'étais dans l'archipel de Molène, et c'est vrai qu'il y avait un phoque qui agissait un petit peu de manière bizarre lors d'une plongée. C'est ce que je raconte dans l'introduction de ce chapitre. Il est monté sur une plongeuse, alors que normalement les phoques restent à distance. Et il montrait les dents, il était assez imposant. Et il était bagué. Donc moi je suis allé regarder la bague,
Et après vérification, on a vu que c'était ce phoque célèbre et dont moi j'avais entendu parler plusieurs fois au cours de mon terrain, qui revenait comme ça, comme une anecdote un peu rigolote, mais qui disait pas grand-chose. Et en fait, à partir de ce moment-là, de rencontre aussi, et en creusant la question, en voyant que ça s'incarnait dans d'autres récits où ces animaux, ces mammifères marins étaient individualisés, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui problématise notre rapport à ces animaux à partir du moment où, justement, ils quittent les espaces où on leur connaît une certaine existence, c'est-à-dire auprès de leurs congénères, souvent loin des activités humaines, et où ils viennent au contact. Quand ils viennent au contact, ça crée quelque chose. Et ça crée une gêne, ça crée des questionnements. Et c'est ce qui fait que ce terme déviant que tu as évoqué, il revenait sur le terrain aussi. Et même dans la bouche de scientifiques qui se reprenaient après en disant non, pas déviant, mais quand même un petit peu bizarre. Et déviant dans l'esprit du socio-anthropologue, alors qu'il avait travaillé sur d'autres questions, mais la déviance, c'est quand même un concept de sciences sociales et de sociologie d'écart par rapport à la norme. Alors là, c'était quel écart par rapport à la norme ? C'était presque un écart par rapport à la norme de l'espèce. Donc c'est ça qui m'a intéressé avec ce premier cas. Donc il est déviant parce qu'il se comporte différemment et en l'occurrence, sa spécificité, c'est d'être intéressé par les humains et de vouloir venir les voir. Donc, comme tu l'as dit, c'est un phoque un peu trop sympa, mais qui, en grossissant, non seulement devient plus dangereux, parce que c'est quand même physiquement une masse qui se déplace dans l'eau, qui peut blesser les gens, même sans le vouloir. Et en plus, son comportement pouvait être perçu comme de plus en plus agressif. Certains ont pu parler d'attaque. On est en Gironde, c'est la saison touristique, donc il y a un vrai enjeu à régler le problème de ce phoque qui est un peu trop présent, même si certains s'en accommodent bien. C'est aussi une attraction touristique presque à certains moments. Donc il est décidé de l'envoyer dans ce centre de soins à Océanopolis. Et là, ce que j'ai bien aimé dans l'anecdote du phoque use, c'est que donc tu retraces l'histoire de ce phoque. Déjà, ce qui est fou, c'est qu'il a une histoire et on arrive à le suivre depuis la Gironde, la Bretagne. On sait que c'est le même individu. Il y a tout un ensemble d'acteurs autour de ce phoque que tu es allé voir, que tu as interrogé, qui permettent de retracer son parcours biographique. Alors, on parle d'un animal. Et donc, dans ce centre de soins, donc tu t'en parles comme d'un endroit, je te cite, où on domestique le sauvage pour réensauvager la mer. Et donc, c'est vraiment un lieu particulier où on produit du savoir aussi, et notamment du savoir sur le comportement des animaux. Et là, il y a aussi un jeu intéressant dans le chapitre autour de l'éthologie. C'est-à-dire l'éthologie, c'est la science du comportement des animaux. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, tu mobilises l'éthologie parce que ça te permet de comprendre le cas You, et en même temps, tu produis du savoir sur cette discipline scientifique et tu portes un regard critique au sens où tu l'analyses, tu prends de la distance par rapport à la manière dont ce savoir est produit. Et du coup, je me demandais si tu pouvais revenir un peu sur ça, parce que c'est vraiment intéressant. Et aussi dans le cas de You, pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça ? C'est quoi les hypothèses ? Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin comme ça de se rapprocher des humains ? Il y a plein de questions dans ce que tu pointes du doigt là. C'est vrai, le réensauvagement, donc c'est cette dynamique de réintroduire ou d'aider la réapparition ou d'aider le développement d'espèces ou qui peuvent être même végétales, pas forcément animales, dans des environnements où elles ont disparu ou alors elles sont en mauvaise posture. Et les centres de soins de mammifères marins, donc qui sont relativement peu développés en France, mais qui peuvent être très très développés dans d'autres pays, je pense notamment à la côte californienne, c'est souvent des centres de réensauvagement qui s'ignorent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée du soin du sauvage, mais jamais vraiment cette question du réensauvagement qui est très présente à terre. Il y a plein de programmes qui s'assument comme des programmes de réensauvagement. Le centre de soins, il ne s'assume pas trop comme du réensauvagement. C'est du soin du sauvage, avec des problématiques qui émergent désormais, parce que ces centres de soins, ils sont apparus quand les populations étaient en mauvaise posture, qu'on n'avait plus de phoques, en fait. Donc c'était important de les recueillir, et notamment de recueillir les juvéniles, pour les retaper un petit peu, et puis les remettre à l'eau, et puis faire en sorte qu'il y ait de nouveau des phoques sur nos littoraux, après des décennies de chasse qui ont fait qu'on n'en avait plus.
Mais maintenant, en fait, ils se portent bien. Donc, se pose la question de est-ce qu'on doit continuer, quel est le sens et quelle est la raison d'être également de ces centres, qui est posée directement d'ailleurs par les vétérinaires et les centres eux-mêmes. Hein, et sur d'autres territoires, quand les espèces sont à capacité de charge, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'augmentation parce qu'on arrive à la limite, bah là, c'est encore plus des questionnements vifs. D'autant, par exemple, que soigner un phoque du point de vue d'un pêcheur, c'est pas forcément quelque chose de judicieux. C'est parce que le phoque est un concurrent. Voilà. C'est exactement le débat, surtout qu'ils peuvent être gênants ou concurrents vis-à-vis d'autres activités. Et dans le cas de You, ce qui était intéressant, c'était que cette déviance, elle s'incarnait également comme presque à l'endroit du front de recherche, donc en éthologie, mais également en biologie marine, en sciences dures sur l'océan, parce que on pensait que les phoques gris, donc qui sont issus des colonies britanniques, nous en France, qui viennent recoloniser les littoraux bretons, bah, ils descendaient pas en dessous de la Bretagne parce que l'eau était trop chaude et que en fait ils pouvaient pas supporter ces conditions-là. Et en fait, You, bah, il apparaît dans des eaux qui étaient considérées comme beaucoup trop chaudes pour lui. Donc c'était pas normal aussi. Ça, c'était autre chose. C'était un élément de plus qui faisait que ce phoque-là, il est pas comme les autres. Mais maintenant, en fait, depuis You, de ces 10 dernières années, bah, y a des phoques qui, tous les ans, sont sur ces littoraux-là et nous montrent qu'en fait, nos conceptions et le savoir scientifique, en fait, lui qui considérait que l'espèce avait une forme de plasticité, on dit, en réalité, c'est le savoir lui-même qui doit accepter sa plasticité. Et se dire que oui, des phoques gris peuvent vivre dans une eau plus chaude et voire même coloniser des nouveaux espaces et vivre auprès des humains, etc., etc. Donc cette déviance-là, elle s'incarne là. C'est pour ça que je dis dans le livre, est-ce que c'est pas un pionnier ou un déviant? Il a lancé une mode, quoi. En tout cas, il a lancé un élan. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ces phoques, ils ont un développement erratique au début de leur vie. Ils sont très vite sevrés et donc livrés à eux-mêmes. Et c'est dans cette période-là où ils testent beaucoup de choses, ils tentent beaucoup de choses, ils essayent de manger tout un tas de trucs. Et il y a 50% de mortalité dans cette phase-là pour les jeunes phoques. Et donc ce phoque-là, il a essayé, il est allé un peu plus loin. Il a trouvé du poisson là-bas. Il a trouvé que la présence humaine était sympa. Il lui faut deux choses, le phoque. Du poisson pour manger, des reposoirs. Bon, il y avait des surfs, il y avait des plages, des grandes plages. Il y avait du poisson, tout allait bien, quoi. Donc dans le cas de You, le concept vraiment sur lequel tu reviens régulièrement, c'est ce concept d'imprégnation. L'idée que certains animaux au contact des humains vont perdre les codes de leur espèce et en acquérir des nouveaux. Et ce problème de l'imprégnation, on le retrouve dans le deuxième cas que tu développes, qui est le cas du dauphin Zafar, donc qui est un grand dauphin. Que tu as rencontré aussi, il me semble, à la fin des années 2010 dans la baie de Noirdenay. Et donc lui aussi, c'est un animal qui a été imprégné et qui aime un peu trop le contact, mais pas le contact de ses congénères, mais le contact des humains. Donc c'est un dauphin qui a la particularité d'être un individu solitaire qui, en tout cas à certains moments, a quitté ses congénères pour plutôt venir fréquenter des espaces fréquentés par les humains, et qui lui aussi sa présence a fini par devenir gênante. Ouais. Donc Zafar, à chaque fois c'est le terrain qui, en anthropologie et puis mais de manière générale en sciences humaines et sociales, et je pense que c'est pareil en histoire, c'est les découvertes en archives qui créent le travail de recherche. Là, on est en 2020, je suis sous contrat avec la fac de Brest pour travailler sur le dispositif des classes de mer. Et essayer de travailler à la démocratisation de ce dispositif, donc de l'éducation au milieu marin. Donc concrètement, j'accompagne une classe de mer, donc des enfants de primaire, qui doivent découvrir le milieu marin à Douarnenez. Et pendant cette semaine de mars 2020,
première semaine de mars 2020, il y a un grand dauphin dans le port et il gêne les activités nautiques au point que les séances de voile sont annulées et c'est un vrai bazar. Et je me dis, tiens, c'est marrant, c'est encore un animal qui gêne les activités, qui est solitaire. Bon, ok. Et puis la semaine suivante, il y a le confinement. Et donc, cet animal-là, il se retrouve tout seul dans le port, sans activité, sans humain, et il s'ennuie. Parce qu'il est habitué aux humains. Et donc, il décide de partir quand il y a un grand bateau qui passe par là, un très beau voilier qui fait du fret à la voile, et qui part jusqu'à Amsterdam. Et donc, le dauphin le suit jusqu'à Amsterdam. Il rentre dans le port d'Amsterdam avec toutes les écluses, etc. Donc là encore, c'est un autre bazar, mais à une échelle vraiment autre que le port de Douarnenez ou la rade de Brest où il était connu avant, parce que c'est un port d'importance mondiale. Et puis il y a des associations qui s'y intéressent, qui se disent mais il n'est pas à sa place, il est peut-être même en danger, donc il faut faire quelque chose, il faut le raccompagner à la sortie. Donc ça, je le raconte aussi dans le livre. Il y a tout un truc sur le fait de faire sortir le dauphin, des écluses, etc. Et ils réussissent. Mais quelques jours plus tard, ce dauphin, en fait, il a une interaction fatale avec un navire. Donc on pense à un navire à grande vitesse. Il se fait couper la caudale par une hélice. Et il se retrouve échoué, mort, sur le littoral. Donc là encore, on peut suivre quasiment toute sa biographie en fait à travers les interactions qu'ont les humains et une forme d'obsession qu'ont les humains vis-à-vis de cet animal. Et surtout, c'est pas la fin de sa biographie, cette mort sur la plage, parce que moi je trouve que c'est presque même le début du moment où ça devient le plus intéressant, parce que cet individu-là, donc il est reconnu et il n'a pas la même histoire en Hollande. Et les Hollandais qu'il trouve voient un grand dauphin et ils se disent « Ah chouette, c'est une opportunité pour nos muséums d'avoir un exemple à présenter dans nos collections, parce que nous, les grands dauphins, donc c'est une espèce, le grand dauphin, on n'en a plus. Depuis qu'on a poldérisé les pêcheries de harengs, on n'a plus de grands dauphins dans nos eaux. Donc là, on va pouvoir récupérer son squelette et l'exposer dans un muséum et faire de l'éducation au milieu marin comme ça. » Et là, les Français et même les Bretons qui avaient une relation particulière à cet animal, qui croisaient souvent dans les ports, il y en a certains qui allaient nager avec lui, etc. C'est le confinement, donc en plus, il n'y a pas beaucoup d'actualité. Donc il y a plein d'articles là-dessus. Donc si vous voulez, ça crée une controverse, mais avec une ampleur assez monumentale. Il y a une pétition qui est lancée pour récupérer le corps, il y a une forme de cérémonie et ça rassemble plusieurs milliers de personnes qui signent cette pétition. Il y a des articles dans tous les sens. Il y a un article scientifique qui est publié par les vétérinaires qui récupèrent le corps de cet animal pour mettre au clair les raisons de la mort de cet animal et notamment les raisons anthropiques. Parce qu'il y a toute une controverse aussi de est-ce qu'il a été abattu, il y a tous les fantasmes qui se font autour de la mort de cet animal. Et à minima, ce qui en ressort, c'est que l'animal, tout le monde consent à ce qu'il soit exposé finalement dans le muséum, mais avec à minima un cartel qui raconte sa biographie. Donc, ce qui était intéressant avec cet individu, c'est qu'il raconte à la fois la singularité que peut avoir un animal par rapport à ses congénères, et en même temps, il est aussi le support finalement d'éducation sur une espèce et sur une histoire locale qui est tout autre, celle des littoraux hollandais. Et donc sur le cartel, il y a son nom, donc Zafar, je crois que c'est avec ses sous-titrés, le dauphin préféré des Français. Ouais. Et alors ce qu'on découvre en lisant le chapitre, c'est qu'en fait Zafar, c'est pas du tout un cas isolé. Et ça, je trouve que c'est une force du livre, parce qu'on retrouve ça dans tous les autres chapitres. En fait, en lisant, à chaque fois, tu fais des parallèles avec d'autres animaux qui ont posé des problèmes similaires dans d'autres endroits. Et au début, je les listais quand on en rencontrait d'autres, mais au-delà des 4 personnages principaux, il y a aussi Joséphine, qui est un veau marin qui habite dans la Rance. Il y a Vladimir, qui est un beluga norvégien. Frega, qui est un morse, etc. Enfin, il y a toute une galerie d'animaux singuliers, dotés de noms qui apparaissent. Et donc là, progressivement, on prend conscience
dans l'introduction, on peut se dire bon, c'est quelque chose d'anecdotique à partir duquel il tisse des récits, c'est très intéressant. Et en fait, en te lisant, on s'aperçoit que c'est assez massif en fait comme phénomène, le fait de donner un nom et d'avoir des relations très très particulières avec certains animaux. Et dans le cas de Zafar, par exemple, t'expliques que dans la rade de Brest et en Bretagne, il y a aussi Jean-Louis, Jean-Floc, Randy, qui sont d'autres dauphins qui eux aussi ont des noms et qui sont connus d'un certain nombre de riverains qui vont effectivement nager avec eux. Et après, il y a quand même une spécificité du moment que tu pointes, des années 2010-2020, qui aurait été marquée par une série d'interactions négatives avec ces dauphins, et c'est ça qui crée l'affaire Zafar, visiblement. En fait, je pense vraiment qu'il y a une forme de... La transformation, c'est dans l'attention, et dans l'attention médiatique, notamment vis-à-vis de ces animaux. Parce que à l'échelle locale, c'est vrai que, notamment en Bretagne, quand on historicise un peu le phénomène, il y a des dauphins solitaires, donc qui sont appelés solitaires, ou alors ambassadeurs par d'autres, avec derrière tout ce que renvoie l'idée d'un animal qui viendrait porter un message aux humains, avec toute l'esthétique New Age qu'il y a derrière, qui pareil, s'historicise. À partir des années 70 aux États-Unis, le dauphin devient cet animal qui serait porteur d'un message. Et en fait, côté scientifique, il y a des études sur ces animaux exclus, a priori, qui deviennent solitaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que même les travaux scientifiques réussissent pas totalement à comprendre ces animaux solitaires, d'autant que quand on regarde, et j'ai essayé de le faire avec certains cas, on voit que ces animaux solitaires, parfois, ils sont repérés au milieu de bancs, donc en fait, ils rejoignent leurs congénères, ils en ressortent, ils peuvent comme ça avoir des parcours de vie qui sont pas uniquement solitaires, donc qui posent beaucoup de problèmes aux scientifiques qui veulent les étudier. Et de manière générale, ce qui est intéressant, et ce que je vais faire un petit lien avec le 4e chapitre sur les orques du détroit de Gibraltar, ce que je trouve intéressant, c'est que l'individualisation et le fait de nommer notamment ces animaux, elle se joue pas uniquement dans à cet endroit anecdotique de la relation New Age avec un animal, elle se joue aussi dans la relation scientifique avec ces animaux. Si je prends par exemple les orques du détroit, il y en a une 40aine d'orques. Donc c'est très peu, c'est une sous-population très infime. Et en plus, maintenant on sait que les orques ibériques, elles remontent le long de la côte portugaise, elles remontent dans le golfe de Gascogne, elles remontent même jusqu'en Bretagne, elles remontent parfois peut-être même jusqu'au Pays de Galles, et on en a retrouvé échoué en Hollande de cette sous-population, de 40 individus. Donc ça veut dire que c'est un espace énorme avec très peu d'animaux à repérer. Et pourtant, ces 40 individus, on les connaît par leur prénom. Mais leur existence et les modalités de leur existence nous échappent. Parce qu'en fait, rien que le territoire qui est arpenté par ces animaux, il est gigantesque, et que l'existence, la biographie réelle de ces animaux, elle est infaisable. Ce qui est faisable, c'est le récit de notre relation et de comment on investit en fonction de nos statuts différents, en fonction de nos légitimités différentes, en fonction de nos sensibilités différentes. Une biographie d'un animal qui dit beaucoup de notre rapport à la nature de manière générale. Ouais. C'est pour ça que tu parles dans l'introduction de biographie relationnelle. Ce qui t'amène aussi à convoquer toute une galerie de personnages, parce qu'en fait tu fais l'histoire de ces animaux avec les relations qui vont nouer à un moment donné de leur vie avec telle ou telle personne. Et par exemple dans le cas de Zafar, tu t'arrêtes à un certain moment sur le cas d'Isabelle Le Goff, qui est une naturaliste qui travaille au parc naturel des Marins d'Iroise, qui est quelqu'un en fait qu'on retrouve dans les autres cas, qui va intervenir à la suite de l'échouage du rorqual Calon ensuite. Et donc tu fais aussi, tout en faisant cette galerie d'animaux célèbres, une galerie de portraits des gens qui aujourd'hui sont des acteurs du milieu maritime. Moi, il faut bien comprendre que je suis anthropologue, je suis pas éthologue, je suis pas spécialiste de ces animaux, et ce qui m'intéresse à la base, de la même manière que sur mon terrain auprès des marins-pêcheurs, c'est de documenter la vie d'humains, quoi, donc, et notamment de professionnels. Et mon terrain anthropologique, c'était de notamment suivre les correspondants du réseau national échouage, qui sont des bénévoles, qui font partie d'un réseau qui est un des premiers réseaux de sciences participatives de France, qui est né dans les années 70. Donc c'est des personnes qui, soit par tropisme professionnel, disons, ils sont vétérinaires par exemple, spécialistes faune sauvage,
soit par goût, ils peuvent être retraités de tout un tas de choses, soit par un peu obligation professionnelle, ils peuvent être par exemple agents de l'OFB. Eh bien, ils vont s'engager dans un réseau de sciences participatives, apprendre des protocoles, se former auprès d'une unité du CNRS qui est basée à La Rochelle, qui va chapeauter ce réseau de 400 correspondants. Et ces correspondants vont aller, dès qu'il y a un échouage, sur le lieu de l'échouage, récupérer des données, faire la nécropsie, être les petites mains du chercheur pour récupérer des éléments qui vont être ensuite envoyés au laboratoire et analysés. Parce qu'évidemment, l'équipe de PELAGIS ne peut pas faire couvrir toute la façade maritime française. Et en cheminant auprès de ces correspondants, de la même manière que je l'ai fait auprès des marins-pêcheurs, c'est vrai qu'il y a à la fois il y a des animaux qui reviennent et puis il y a des profils également qui reviennent parce qu'on fait une ethnographie d'un petit milieu finalement avec des gens qu'on va retrouver sur différents théâtres d'opération. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être des correspondants, mais ça va être aussi des activistes. Moi, c'est quelque chose, j'imaginais pas en commençant mon terrain auprès des correspondants de ce réseau-là et auprès des scientifiques académiques, découvrir que sur ces théâtres d'opération-là, les activistes étaient si présents également. Et c'est l'objet du 3e chapitre. Le 3e chapitre, il traite d'un échouage particulier parce que c'est un animal qui s'est échoué vivant. Et les échouages vivants, ça pose tout un tas de questions sur notre intervention, notre désir également de sauver des animaux sauvages ou alors de mieux les connaître ou de nouer des relations. Enfin, ça pose plein de questions autour d'un animal qui est souvent en détresse et où il faut agir vite. Et où il y a des correspondants qui sont formés à des protocoles et où il y a désormais des activistes qui ont eux aussi voix au chapitre et notamment médiatiquement. Et c'est ça la grande différence, et ça rejoint le chapitre sur Zafar. Je pense que l'attention médiatique sur ces moments chauds de tension entre humains a peut-être pas créé, mais parce qu'en fait il était présent bien avant, mais a développé ce goût pour les récits individualisants d'animaux, de ces animaux très charismatiques. Qui est amplifié aussi par les réseaux sociaux, parce que il me semble que Zafar et You déjà ont des pages Facebook créées assez rapidement. Il y a aussi cette immédiateté de l'information, des vidéos qui circulent, des images qui jouent beaucoup dans tes récits. Et sur le cas de l'échouage vivant, ce qui est fort, c'est qu'on pouvait avoir des échouages vivants très marquants il y a encore quelques années, avec uniquement les personnes concernées du réseau qui étaient sur place. Maintenant, si on a des activistes sur place qui décident de le documenter et de mettre en ligne les différentes étapes de l'intervention, on a des milliers de personnes, voire des dizaines de milliers, qui peuvent suivre en temps direct, mais à des centaines de kilomètres, ce sauvetage ou cette opération en tout cas, et se passionner pour ce récit-là. Et ça pose plein de questions, et notamment sur les nouvelles difficultés que peuvent avoir les personnes qui doivent suivre des protocoles. Ça a été le cas sur certains terrains où quand des animaux s'échouent, parce qu'en fait les animaux sauvages meurent aussi, d'une certaine manière, de mort naturelle, et ils peuvent être malades ou quoi. Si à distance, via un récit qui nous vend un sauvetage, on a envie que l'animal survive, etc., le moment où la décision de soit le laisser mourir, c'est-à-dire ne pas intervenir, laisser faire la nature, comme le disent les scientifiques, ou alors voir l'euthanasier, là ça devient compliqué médiatiquement, parce que c'est tout un autre récit à faire passer à des gens qui sont à des centaines de kilomètres, encore une fois, et qui ont du mal à percevoir les enjeux de ce terrain-là. Et donc ça, c'est tout l'enjeu du chapitre 3 qui est autour de l'échouage de ce rorqual qui a été nommé Calon par l'ONG Sea Shepherd.
Et alors moi, qui est un chapitre qui m'a beaucoup plu et qui m'a frappé, parce que étant historien, pour moi, les choix, enfin, ce qui est drôle, c'est que ça se passe dans la baie d'Audierne, et en histoire, il y a un cas qui est un peu connu, qui est à la fin du XVIIIe siècle, une quarantaine alors c'est pas des rorquals, c'est des cachalots qui s'échouent presque au même endroit. Et le réflexe des riverains, c'est pas du tout de se dire qu'ils pourraient les remettre à l'eau, c'est de les achever immédiatement, de vendre les carcasses pour réutiliser tous les matériaux qu'on pouvait trouver dans une baleine, notamment la graisse qui servait à fabriquer des bougies ou à l'éclairage à cette époque-là. Et du coup, ce cas de l'échouage des cétacés dit beaucoup du renversement des rapports aux sauvages qui se sont réalisés en l'espace d'un siècle. Avant, les cétacés qui s'échouaient, c'était des ressources, et maintenant, c'est un enjeu scientifique, et puis un enjeu aussi en lien avec la cause animale. Est-ce qu'il faut en prendre soin, s'en occuper ou pas? Et donc, cet échouage de Calon, ça devient rapidement une affaire. Enfin, clairement, le ministre est impliqué. À l'époque, c'est Hervé Berville. Donc, il y a des activistes sur place qui le contactent et ça contribue beaucoup à médiatiser l'affaire. Et donc, il y a toute une controverse qui se joue sur le rivage autour de ce qu'il faut faire de cet animal. Est-ce qu'il faut l'aider à repartir en mer? C'est ce que vont essayer de faire les activistes de Sea Shepherd. Ou est-ce qu'il faut le laisser mourir ici, ce qui permettrait aussi de nourrir tous les autres animaux qui dépendent d'une carcasse pour vivre. Donc est-ce que je peux peut-être résumer un peu les tenants et les aboutissants de cette controverse c'est en hyper 2022. Intéressant aussi le lien que tu fais avec la chasse baleinière et puis l'histoire de nos territoires même atlantiques, parce que c'est vrai que la chasse baleinière, elle est en Occident en tout cas, elle est censée être née en Pays Basque. Donc on a ce patrimoine, on a cet héritage-là baleinier qui a mené à l'extinction de la baleine franche des Basques sur nos côtes, et qui était une chasse qui, au début, à l'origine, en fait, était pas vraiment une chasse active. C'était des animaux qui s'échouaient, et puis c'était une aubaine, et on récupérait tout ce qu'on pouvait récupérer en fait sur ces animaux. Et notamment la graisse, comme tu disais, qui servait à illuminer et qui était un petit peu le pétrole de l'époque, si on doit faire un anachronisme. Et aujourd'hui, cette énergie, qui était une énergie lumineuse, tirée de la baleine, aujourd'hui, c'est une énergie autre, c'est une énergie symbolique, c'est une énergie qui vient comment dire, c'est le pétrole des récits, quoi. C'est le pétrole d'un récit, et d'un récit qui est rédempteur peut-être aussi de tout cet héritage d'ailleurs baleinier, parce que si les baleines ont un charisme si fort, on parle de charisme animal pour certaines espèces qui sont capables de mobiliser comme ça, et notamment pour mobiliser un certain public aux causes environnementales, ce charisme-là, on pourrait dire que c'est un charisme mélancolique. C'est un charisme qui est empreint d'une forme de dette du fait de ce patrimoine baleinier, parce que l'humain a beaucoup chassé et amené certaines espèces à l'extinction. Et cette dette-là, elle est souvent mise en avant par les activistes, directement sur le terrain d'ailleurs. Le fait que, peu importe les moyens qu'on doit mettre, il faut absolument sauver la baleine, il faut absolument la remettre à l'eau, etc. Et sur le fait que, également, parfois, c'est un peu c'est contre-productif, parce que l'animal, il s'est échoué peut-être pour une raison, parce qu'il est malade, et le fait de le remettre à l'eau, ça peut même être en termes de cause animale, prolonger ses souffrances. C'est le cas d'ailleurs de cet exemple-là. Mais quand on en rediscute avec les activistes, certains nous disent oui, mais en même temps, il y a une charge symbolique qu'il faut investir, et d'une certaine manière, le fait que des dizaines de milliers de personnes suivent ce récit-là à distance et voient qu'on a remis à l'eau une baleine, en fait, ils vont retenir ça, et puis après, ils vont peut-être s'engager pour les baleines. Alors, c'est une dynamique qu'on retrouve également dans d'autres secteurs. C'est aussi, par exemple, le tourisme d'observation. On sait qu'il y a des effets délétères, mais on nous dit, oui, mais ça permet de sensibiliser. Enfin, il y a toujours le fait d'aller regarder les baleines en mer, qui est une nouvelle forme d'exploitation économique des cétacés. Voilà. Il y a toujours cette tension-là entre notre impact et l'effet de sensibilisation que ça pourrait avoir.
Ce qui est sûr, c'est que pour le travail des scientifiques, ça crée des tensions sur les marches à suivre, parce que aux protocoles qui sont plutôt bien huilés, en fait, il y a composé avec des nouveaux acteurs. Alors après, depuis 2022, qui était une année chargée, donc il y avait cet échouage de Rorqual, mais dans les 2 mois qui précédaient, il y avait aussi une orque qui était retrouvée dans la Seine en détresse. Il y avait un beluga rachitique, donc qui normalement ne vit pas du tout là, qui était retrouvé dans la Seine aussi, avec à chaque fois des moyens pour sauver ces animaux qui au final meurent à chaque fois, peu importe les dizaines de milliers d'euros qu'on a mis dans les opérations. Et donc ça a cristallisé des tensions assez fortes entre activistes et scientifiques à ce moment-là, en 2022. 2023 aussi, avec des tensions très vives directement communiquées sur les réseaux sociaux. J'en fais un peu le récit, je passe vite là-dessus. Mais à l'issue de ça, il y a un peu d'apaisement et peut-être que dans ces terrains de nœuds, il y a des liens qui se sont faits parce qu'il y a des groupes de travail ministériels qui sont créés et qui mettent à la même table activistes et correspondants pour justement un peu rendre plus protocolaires les interventions. Donc je crois que malgré tout, ces épisodes-là, un peu comme les cas de You par exemple, ils nous ont pris un petit peu en impréparation. Et disons qu'en quelques années, j'ai l'impression que les publics et les acteurs impliqués ont appris et échangent davantage et que c'est beaucoup moins tendu aujourd'hui. Après, il n'y a pas eu d'échouage de vivants vraiment depuis cette dernière année. Est-ce que c'est intéressant ce que tu disais sur l'idée de sauver une baleine qui s'échoue pour se racheter d'un passé d'interaction avec les cétacés qui est quand même marqué par la violence, parce que donc tu as rappelé le cas de la chasse qui a quand même duré pendant des siècles où on exploitait ces cétacés, on allait les poursuivre en mer pour les ressources qu'ils représentaient. Mais on pourrait parler aussi, tu en parles à certains moments, du fait que jusqu'au milieu du XXe siècle presque, les dauphins, les marsouins étaient considérés comme des nuisibles par les pêcheurs et il y avait des campagnes d'extermination organisées par exemple par l'administration de la marine en France, donc jusqu'au milieu du XXe siècle. Et puis aujourd'hui, il y a une autre violence exercée contre ces animaux qui est par l'intermédiaire des captures accidentelles. Donc c'est tous ces animaux qui se retrouvent pris dans les filets de pêche, qui ne sont pas ciblés directement par les pêcheurs, mais qui néanmoins subissent les effets de la pêche. Et donc il y a vraiment toute une histoire des interactions avec ces animaux qui est au sceau de la violence. Et ça, pour en venir au dernier cas du clan des Gladys, ça a pu alimenter l'hypothèse que ces orques qui se mettent à attaquer des voiliers dans le détroit de Gibraltar, ça serait un peu une sorte de manifestation de la nature qui enfin se défend. Alors qui est aussi une idée qui est très reprise, ou en tout cas qui est assez inspirante pour une certaine philosophie du vivant également actuellement, donc qui rejoint certains désirs, certaines envies de repolitiser ou en tout cas d'essayer de faire attention aux récits non humains et à s'en inspirer. Et c'est vrai que sur ces terrains où ces animaux échappent un peu à nos mesures, je prends certains exemples où clairement ils échappent à nos mesures, les orques notamment, pour faire vite, l'orque dans son nom, Orcus, c'est l'espace du démon étrusque. Donc déjà rien que dans le taxon, c'est présent, son aspect terrifiant. Et puis Orca gladiator, c'est l'épée. Donc il y a le tranchant de l'épée. Il y a Killer Whale en anglais. Donc il porte en lui ce charisme un peu terrifiant. Et comment dire, c'est facile pour la fiction de reprendre ces animaux comme personnage principal de cette fresque d'une nature qui se défendrait. Et d'autant que ce terrain-là, le détroit de Gibraltar, donc on a des voiliers, donc des navires de plaisance, plutôt de personnes privilégiées, qui se font casser systématiquement au passage du détroit.
Et donc c'était facile dans la presse de reprendre ce récit-là et d'en faire quelque chose. D'ailleurs, au même moment, il y a une série qui est sortie, Abyss, où dans le pilote de la série, il y a une attaque d'orques qui signe le début d'une forme d'international animal qui se rebelle contre l'humanité, contre l'anthropocène, etc. Donc il y a des allers-retours comme ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller sur ce terrain et puis d'enquêter sur là encore un peu d'historiciser, d'essayer de remettre un peu en perspective la mémoire environnementale de ce territoire-là, avec des animaux qui sont en danger. Je l'ai dit, il y a environ 40 orques, donc c'est vraiment très très peu, c'est une toute petite sous-population. Et puis de montrer que également ces interactions qualifiées d'attaques, donc qui sont, on le sait, du jeu en fait, elles s'intègrent à une histoire. Il n'y a même pas besoin de remonter très, très loin, qui est celle de la crise du thon du début des années 2000. Donc les orques, elles se nourrissent de thon exclusivement, ces orques-là. Et au début des années 2000, il y avait plus de thon. Donc il y avait des fortes tensions entre pêcheurs et orques qui étaient en concurrence. Et depuis, on sait qu'il y avait et il y a toujours des moments un peu tendus entre pêcheurs et orques, avec ce qui pouvait s'apparenter à des attaques. Mais tout le monde n'en avait un peu rien à faire parce que c'était des pêcheurs. C'était souvent des pêcheurs marocains en plus, du côté du détroit. Donc ça faisait pas du tout la une des médias à ce moment-là. Et 20 ans plus tard, quand des voiliers qui passent là se font toucher dans un autre contexte, puisque le thon est revenu, le thon rouge est revenu, les orques n'ont plus autant faim, donc elles peuvent jouer, donc elles cassent des voiliers, et en même temps on voit ça comme des attaques. Donc il y a plusieurs... c'est difficile à résumer. Donc il faut dire qu'il y a quand même des récits qui font peur. Enfin, il y a quand même des témoins qui ont été attaqués, qui se retrouvent avec leur bateau qui coule, entourés par plusieurs orques. On n'aurait pas trop envie d'être à leur place, quoi. En très peu de temps. Et en fait, ça signe une double vulnérabilité. C'est un peu ce que j'essaie de montrer dans ce chapitre. Une première vulnérabilité qui est celle physique en effet, quand le bateau se fait taper par ces animaux qui sont parfois aussi longs que le bateau et qui cassent en 40 minutes votre bateau, et vous vous retrouvez sur votre canot de survie. Pour peu qu'il y en ait qu'il n'y en ait pas, vous vous retrouvez à l'eau, et pour peu que les secouristes arrivent trop tard, vous pouvez mourir. Et donc peut-être qu'il y aura un accident un jour. Mais en même temps, vous ne serez pas attaqué une fois que vous serez dans l'eau par les orques, vous vous noierez probablement. Donc première vulnérabilité, c'est vrai, mais l'océan est hostile de manière générale pour la vie humaine, et c'est juste comment dire, un rappel de cela. Et la deuxième vulnérabilité, elle est intellectuelle. Donc il y a une vulnérabilité physique et une vulnérabilité intellectuelle, parce que la vulnérabilité intellectuelle, c'est on ne sait pas expliquer ce comportement. En tout cas, pendant quelques années, on ne savait pas l'expliquer autrement que par des recours à la fiction. Cette grande fiction de la nature qui se défend, ces attaques, le retour à une histoire longue des relations avec les orques, qui passe forcément par des anecdotes terrifiantes. Donc voilà, ces animaux qui dépassent nos mesures, dont on peine à documenter les modalités primaires d'existence, elles nous mettent face à notre méconnaissance aussi, et au fait que la science cétologique qu'il faut que nous humains on accepte de ne pas savoir. Et ça, c'est une vraie vulnérabilité intellectuelle. Ouais. Et puis on s'approche un peu de la fin, puis on va garder du temps pour les questions. Donc on va passer l'affaire des phoques décapités. Il y aura peut-être des questions, qui est une affaire intéressante, qui est le dernier chapitre du livre en fait, et où là pour le coup tu t'intéresses à des animaux qui n'ont pas de nom. Mais donc en résumé, moi j'ai l'impression que la question que tu abordes, c'est celle de la bonne distance finalement à tenir vis-à-vis de ces animaux et de la nature en général, qui est une question qui est compliquée parce qu'elle va varier en fonction des registres dans lesquels on se situe, que ce soit le registre scientifique, affectif. La question des émotions est très présente et joue un rôle vraiment important, ou aussi le registre de la morale. Avant de
de laisser la parole à Sal. Moi, j'avais une dernière question parce que c'est ton métier, donc tu as un vrai effort dans tout le livre d'objectivation des choses pour rester à distance dans ton rôle, si on peut dire. Pour pas être accusé de déviance scientifique, si on peut dire. Et moi, en te lisant, je me demandais quand même dans quelle mesure tu as été affecté, voire indigné par ces récits, parce que en fait, tu nous parles de gens qui sont indignés, qui sont très affectés, mais toi, qu'en est-il? Est-ce que aussi, je sais pas, t'aurais pas été un peu imprégné au contact de tous ces animaux? Ça existe les humains qui sont imprégnés par les animaux? Alors c'est intéressant parce que c'est un terrain où j'ai repéré que ces animaux, donc encore une fois, au très fort charisme, qui est donc un concept qui a été créé en anthropologie pour parler de ces animaux qui mobilisent fortement les affects humains. Ils attirent des humains qui cherchent à avoir une forme de charisme, qui cherchent à être l'homme qui murmure aux oreilles des orques, celui qui a une relation spéciale aux baleines à bosse. On voit des cétologues comme ça qui cherchent à se mettre en avant, ou en tout cas c'est vrai que quand on s'intéresse à ce milieu-là, on voit que ces figures-là émergent facilement et que ces spécialistes-là ont toujours des parcours de vie qui sont un peu en marge de l'académie, qui empruntent à l'associatif, qui va du côté du privé, qui sont toujours des parcours en tout cas un peu iconoclastes et passionnants parce qu'en termes de socio-anthropologie des sciences, ça nous montre à quel point aussi parfois le vaisseau amiral, pour reprendre l'expression qui est souvent associée au CNRS, de la science, le vaisseau de la science en tout cas est souvent obligé de se mettre à couple d'un vaisseau industriel. Ça a été le cas avec la chasse baleinière et aujourd'hui c'est le cas de plein d'autres initiatives, notamment le tourisme d'observation, avec ces figures-là charismatiques de personnes qui nourrirait des relations spéciales à ces animaux. Et moi, c'est vrai que si ça a pu m'affecter sur ce terrain, c'est que j'ai pas de relation spéciale à ces animaux, j'ai pas d'intérêt spécial pour ces animaux à la base. J'ai pas grandi avec une passion pour ces animaux particulière, même si je reconnais que le terrain est fort agréable. J'ai pas de grande émotion a priori dans la rencontre de ces animaux. Et par contre, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont très affectées et dont le parcours est nourri d'émotions. Que ce soit du côté activiste, que ce soit du côté scientifique. Et ce que j'ai trouvé passionnant, c'est comment justement du côté scientifique, académique, parfois on est obligé de gommer ça pour aller vers l'objectivité. Donc mes collègues en sciences dures qui sont obligés de mettre de côté toute cette passion qui les a fait choisir cette vocation. Et c'est vrai que sur certains terrains de vive tension, comme l'échouage vivant, je dois reconnaître que j'avais une forme d'empathie vis-à-vis de mes collègues qui se faisaient un petit peu, qui lâchés par l'État. D'une certaine manière, parce que Hervé Berville a annulé le cordon de sécurité pour laisser passer des activistes qui ont pris en charge en fait le théâtre d'opération et où je me disais on a quand même une situation d'improvisation totale et j'espère qu'à l'avenir ces situations seront mieux gérées et c'est le cas a priori. Donc voilà, mais je dois dire que c'est vrai, mais on est affecté de toute manière sur nos terrains et je pensais pas que je serais autant affecté sur ce terrain, alors que je savais que sur le terrain précédent de la pêche, je serais beaucoup affecté. Et je l'ai été. Mais je me disais, j'ai été en mer sur des bateaux de pêche, je pense que je serais pas forcément bouleversé ou chamboulé de la même manière. Et en fait, c'est d'une autre manière, mais c'est quand même particulier. Ouais, merci beaucoup Fabien. Ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive la discussion en l'ouvrant à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci, bonjour. Voilà, je voudrais d'abord exprimer une gêne très simple qui est que j'ai écrit un bouquin de 1500 pages et
je me pose quelques questions par rapport à des théories qui sont sous-jacentes. Et bon, voilà. Je me permets aussi d'informer par rapport à ça juste avant que moi j'ai fait un master de droit européen et droits de l'homme, donc du coup bon voilà, j'ai essayé de construire des méga catégories politiques, notamment le fascisme. Et j'ai pu trouver que Total faisait partie de cette catégorie. C'était démontré. J'ai essayé d'avoir une approche scientifique dure dans la question. Et le truc, c'est que il y a un recours devant la justice. Et donc, je ne sais pas quelle va être l'issue de ce recours, mais c'est toujours pareil, chacun a un rôle à jouer. Et en fait, moi, je m'interroge tout simplement sur la fin de votre ouvrage, en lien avec le titre du festival. Le titre du festival, c'est l'histoire à venir. La conclusion de votre bouquin, c'est un pêcheur qui décapite, vous l'avez dit, des phoques. Alors, est-ce que l'avenir, c'est Monsieur Roman, qui est le serial killer, qui a tué son chien dans Intertextualité, dans l'ouvrage de l'adversaire de Monsieur Carrère. Alors, c'est une question qui est un peu engagée, néanmoins, voilà. Et en fait, c'est une question aux organisateurs. Quel est le sens du titre de l'histoire à venir, et quel est le sens de faire venir quelqu'un qui dit que, je suis désolé, l'océan est hostile pour la vie humaine. Moi, j'ai des théories qui vont complètement contre ça. Je suis désolé, Monsieur Clouet. Je lirai votre thèse avec grand plaisir. Votre ouvrage était appréciable par ailleurs. Il y avait une construction juridique qui était vraiment intéressante. Et puis d'ailleurs, il y a un écho avec l'article 2 de la Charte du droit du vivant de 2021 qui dit que les animaux ont des droits fondamentaux avant leur consécration. Donc bon, ben voilà, le You, normalement, il n'y a pas d'expérimentation animale contre lui. C'est ce qui s'est passé contre lui. C'est bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. La question je voulais déjà poser, mais après voilà, moi j'aurais surtout d'autres questions à poser sur l'histoire à venir. La question c'était sur l'histoire à venir, le sens du festival et de ce titre. Ça, je pense que Fabien peut pas répondre dans la mesure où il a été invité par les organisateurs, donc je vous laisse vous adresser à eux. Après, peut-être tu peux revenir rapidement sur l'affaire des phoques décapités. Ouais. Bah oui, c'est du coup merci pour cette question. Alors, l'affaire des phoques décapités, elle a cela d'intéressant qu'il n'y avait pas vraiment de phoques décapités en fait. C'est médiatiquement qu'elle a été constituée comme l'affaire des phoques décapités. Et en réalité, ce dont il s'agit, donc je refais un peu l'historique de ce cas. Donc il y a quelques années, dans le port de Concarneau, est retrouvée une tête de phoque. À peu près au même moment sont retrouvés des corps de phoques sans tête sur le littoral. Il y a l'organisation Sea Shepherd qui publie un appel à récompense pour trouver le responsable. On se rend compte que c'est un pêcheur qui a mis cette tête dans le port de Concarneau pour ensuite la naturaliser. Donc il est traduit en justice. L'affaire est très vite médiatisée. Donc cette personne est stigmatisée comme quelqu'un tueur de phoques, etc. Il y a un emballement médiatique autour de cette affaire, alors qu'en réalité, il y avait peut-être un biais plus intéressant, peut-être plus politique, pour prendre cette affaire. Puisqu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que donc, c'est des marins pêcheurs qui ont récupéré des phoques dans les filets, comme de manière systémique, en fait, ça arrive. C'est ce qu'on appelle des captures accidentelles, ce qui est un problème, d'ailleurs, à résoudre. Il faudrait trouver des solutions. Donc, il y a des tentatives pour éviter ça, mais le problème systémique continue d'exister. Et sur ce petit bateau de petite pêche, le matelot, au bout d'une 9e phoque de la saison qu'il récupère, donc il faut quand même se dire que c'est la 9e fois qu'il se retrouve face à la mort d'un phoque, ce qui n'est pas du tout anodin, en une saison. Il décide de découper la tête de ce phoque donc, qui est déjà mort, qu'il a retrouvé dans les filets, pour la naturaliser, et dit-il, comme une forme d'hommage naturaliste à cette espèce. Alors, ça pose plein de questions. Ça pose la question d'un métier où
le fait de tuer des animaux de manière, j'ai pas envie de dire industrielle, mais en tout cas quotidienne, parce que c'est un bateau de petite pêche, crée une forme d'accoutumance à la violence, au point de ensuite trouver ça assez naturel finalement de découper une tête pour la naturaliser. Ça montre aussi le décalage qu'a la société qui probablement mange du poisson et puis mange probablement du poisson qui est pêché de manière beaucoup moins vertueuse que sur ce bateau de petite pêche et qui en revanche est complètement choqué et va absolument gober tout à fait l'histoire des phoques décapités sans remettre en question l'idée qu'en fait c'est tout un système qui force d'ailleurs ce marin pêcheur à agir comme il a agi et au-delà de ça. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment passionnant sur ce terrain, c'est que quand on chemine auprès des scientifiques et encore une fois des correspondants du réseau et de personnes qui ne sont pas du milieu de la pêche, mais qui sont en contact avec ces animaux, on se rend compte que le fait de récupérer des choses venant de la mer, et donc ce réflexe naturaliste qui est à interroger, qui est à questionner, qui est à politiser, parce qu'il est en lien avec une tradition qui est celle des cabinets de curiosité, qu'on peut questionner, en fait, elle est encore très présente, et même chez les scientifiques qui non seulement aiment les animaux, mais dont le parcours professionnel est entièrement orienté vers la conservation de ces animaux. Et j'avais notamment un directeur de centre de soins que je cite dans ce dernier chapitre, qui me disait... C'est assez terrible le traitement médiatique de cette affaire où ils ont fait passer un marin pêcheur pour une sorte de terroriste de Daesh, quoi, en gros. Parce que quand on voit décapité dans les médias, on pense directement à ça, en faisant des raccourcis qui sont quand même assez odieux. Et en parallèle, donc ce directeur de centre de soins qui me dit ça, juste à côté, il a une vitrine avec tout un tas de choses qu'il a rapportées qui sont sorties des chaluts où lui, il est allé en tant qu'observateur. Et le fait de rapporter quelque chose de ces terrains, en fait, c'est un réflexe qui vient assez rapidement en fait, sur ces terrains. Et donc moi, ça me permettait de poser la question de à quel moment notre société se pose cette question de la répartition chez des publics et des professionnels ouvriers de choses qu'on ne veut pas voir, de l'invisible, de choses qu'on délègue, la mise à mort des animaux, et une forme de violence en fait qui nous est insupportable mais qui est en fait omniprésente sur ces terrains. Bon, je l'ai un peu résumé mais c'est une conclusion qui est un petit peu en longueur. Puis le temps que la question. Ce qui est intéressant aussi, c'est que encore une fois, c'est un cas un peu anecdotique que tu développes et qui permet d'aborder des questions de fond beaucoup plus importantes. En l'occurrence, notamment cette question des prises accessoires, donc de ces animaux qu'on pêche alors qu'on veut pas les pêcher. Et donc à chaque fois, ça débouche aussi sur une réflexion plus large sur les enjeux de la pêche et de la mer en général. Vous avez parlé de la chasse à la baleine qui a commencé au niveau du Pays Basque. Mais est-ce que vous savez maintenant que c'est les champions de la chasse à la baleine, c'est pour être les Japonais? Ou après suivraient les Norvégiens. Combien ils en tuent par an les baleines, les charbonniers? Et est-ce que à ce rythme, là, on s'inquiète beaucoup, est-ce que ce serait en voie de disparition d'ici quelques années les baleines? Alors je connais pas du tout le terrain japonais, mais je développe un petit peu le terrain norvégien depuis l'an dernier, avec un prisme qui est celui de montrer à quel point cette passion dévorante qu'on a pu avoir pendant des siècles, qui est la chasse baleinière, est en train de se transformer en une autre passion dévorante, qui est celle de la rencontre, et qui passe par l'observation touristique, et ce désir profond d'aller en mer, payer des tours opérateurs pour aller rencontrer des animaux et puis en prendre des images, en rapporter des images. Et en fait, ce que je vois, c'est que d'une part, pour les publics, les acteurs impliqués, il y a une vraie continuité. Nous, on voit pas la continuité. On se dit que le tourisme, au contraire, c'est l'amour de ces animaux. On y va parce qu'on les aime et qu'on a envie de les rencontrer. En réalité, j'y étais en décembre, j'ai rencontré quelqu'un, il est pilote les 3 mois de chasse à la baleine sur un bateau baleinier, et puis les 3 mois de tourisme d'orques, il est sur les bateaux comme guide de pêche, et puis après, pas comme guide de pêche, comme guide d'observation des orques. Et puis après, il est guide dans les Lofoten pour aller voir les phoques. Donc en fait, il n'y a pas de différence. Et ce qui est intéressant, c'est encore une fois, nous,
qui nous sommes déshabitués de toutes ces relations et toutes ces rencontres, en fait, on a tendance à aller dans le sens de ce récit, notamment abolitionniste, vis-à-vis de la chasse. Et je pense que, a priori, c'est vrai qu'il n'y a aucune raison de chasser les baleines, peu importe l'endroit du monde. Mais en fait, c'est assez anecdotique. Même pour les grandes baleines, les causes de mortalité, si on regarde froidement les choses, la chasse reste anecdotique. Par exemple, en Norvège, parfois, il y a des bateaux, donc les quotas sont minimes déjà. C'est vrai que c'est encore un pays chasseur, mais les quotas sont minimes. Et parfois, il y a certains bateaux, en fait, ils vont rien pêcher de la saison, parce qu'en fait, ils ont eu la licence, mais ils n'ont pas eu le quota, parce qu'en fait, il n'y a pas de demande. Personne n'a envie vraiment de manger de la baleine. Donc voilà, le vrai problème, c'est les collisions pour les grenades. Si vous voulez vous engager pour quelque chose, d'une certaine manière, le problème, c'est le capitalisme, parce que c'est le transport mondial. Voilà, c'est le transport mondial et le fait que des porte-conteneurs tapent des baleines en permanence. Alors, c'est les Japonais qui sont les champions de la chasse aux baleines. Vous n'avez pas de statistiques, comme des très nombreux. Chaque année, ils en tuent de nombreuses. Je ne sais pas du tout. Et j'ai fait un énorme raccourci, et puis c'est un peu. Voilà. Oui. Alors, attendez, il y a une dernière petite question. Est-ce qu'il est possible que les animaux. On trouve souvent des animaux qui ont échoué sur des plages morts. Est-ce qu'ils se suicident? Parce que j'ai entendu parler de fameux lemmings qui se suicident collectivement sur les plages. J'ai entendu parler de ces fameux petits mammifères. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il est possible qu'ils se suicident, ces grands mammifères marins? Alors je vais répondre rapidement parce que je ne suis pas spécialiste des animaux, je suis plutôt spécialiste des humains, mais c'est clair que ça pose question aux spécialistes avec qui je chemine, notamment sur certaines espèces, par exemple les globicéphales noirs qui sont aussi appelés dauphins pilotes. C'est des grands animaux qu'on a au large de nos côtes en avril à peu près. Et dont moi j'ignorais complètement l'existence, alors qu'ils sont par milliers au large de nos côtes, notamment landaises. Donc ça montre aussi notre méconnaissance de cela. Et en fait, ces animaux, on sait qu'il y a des phénomènes où, donc dauphins pilotes, il y en a un qui décide d'aller s'échouer, ils vont tous s'échouer. Et ça, on ne sait pas comment l'expliquer à part comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les causes. Ce qui m'intéresse, c'est comment les humains créent du discours, s'interrogent, se questionnent, et comment est-ce que avec l'anthropologie, dont les deux intérêts peut-être, c'est de produire des récits et de prendre de la hauteur par rapport au terrain, aux paillasses des scientifiques, de nos collègues de sciences dures, on peut réfléchir à notre rapport de manière plus générale à ce qui se joue et ce qui se passe. Bonjour, j'avais deux questions. Une première vraiment sur une notion que vous avez mobilisée qui était la mémoire environnementale. Ce matin, un peu plus tôt, à la librairie Fleury, dans une conférence sur l'historiographie des mondes musulmans, l'histoire environnementale a été mobilisée. Cette année au CAPES, un des sujets de géographie sont les environnements à approche géographique. J'aurais voulu savoir par l'expression donc de mémoire environnementale ce que vous entendez par là, et puis plus largement, vous en tant qu'anthropologue, ce que vous comprenez comme la notion d'environnement. Et par ailleurs, j'aurais été curieux de connaître votre regard sur ce qui a été appelé la crise requin à La Réunion, et qui me paraît convoquer pas mal des concurrences, tensions que vous avez abordées avec les différentes histoires que vous avez retracées. Merci. La question de la mémoire environnementale, alors il y a tout un champ qui a réfléchi à ces questions, et notamment avec le concept d'amnésie environnementale et des historiens notamment qui ont travaillé là-dessus, mais des écologues aussi, avec certaines idées. Moi j'ai travaillé sur ces concepts, notamment avec un phénomène qu'on a eu en Bretagne dernièrement, et qui permet d'incarner un petit peu, je préfère passer par un exemple pour l'incarner, qui peut un peu incarner ces notions-là. C'est l'épisode de prolifération de poulpes en Bretagne. Donc il y a eu en 2021 tout à coup un bloom total, où il y a eu une prolifération énorme de poulpes dans des eaux qui n'en avaient pas avant. Et donc ça a créé tout plein de problématiques pour notamment les publics pêcheurs qui se sont dit, pour ceux qui exploitaient par exemple la coquille Saint-Jacques, ceux qui pêchaient le vernis, ceux qui pêchaient tout un tas d'autres, notamment bivalves, des problèmes de concurrence, et de se dire aïe aïe aïe, là j'ai un concurrent qui arrive et ils vont tout dézinguer, je ne vais plus rien avoir à pêcher.
Et puis au final, pour faire vite, ce poulpe, rapidement crié, on s'est rendu compte qu'il était pas mal valorisé. Il était à 7 € le kilo, ce qui était énorme. Il y avait des tonnages monstrueux. Il n'y avait pas de juridiction parce qu'il n'y avait pas de licence et pas de quota, rien, parce que le comité n'avait pas réfléchi, forcément, vu que c'était nouveau. Donc, on y allait à fond. Et puis en plus, c'était le discours, c'était allez-y à fond, on réfléchit après. Donc, il y a des petits pêcheurs qui étaient plutôt en énorme crise avant l'arrivée du poulpe, qui se sont mis à l'abri grâce au poulpe. Et en plus, derrière, avec les antériorités, ont eu des quotas de poulpe pour les années suivantes. Et donc, ça a créé un contexte nouveau. Et ce contexte nouveau, moi, ce qui m'a intéressé, c'était qu'en fait, personne ne le remettait en perspective historique. Et or, si on regarde, en fait, le poulpe, il était très présent sur nos territoires avant l'année 63-64, où il y a eu un hiver glacial, on appelle l'hiver de la banquise, où la mer a gelé, et où tous les poulpes ont disparu de nos côtes. Et en fait, si on regarde, ça correspond, les années 60, au développement de la recherche en mer, au développement de l'industrie halieutique telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec le développement des armements de pêche, et à un moment de fixation de nos connaissances, à la fois professionnelles et scientifiques, sur ce qu'on a en fait dans nos eaux, et ce qu'on peut pêcher, quelle proie on va pêcher. Et le poulpe n'en faisait pas partie, puisqu'il a disparu en 63-64. Et donc, en historicisant un petit peu ça, on se rend compte qu'il y a d'autres enjeux qui apparaissent, qui sont des enjeux de mémoire environnementale. Quelle mémoire on a? Et ça, pour aller un petit peu en biblio, c'est le shifting baseline syndrome. C'est l'idée que la nature a toujours été comme étant à partir de là, qu'on considère la nature à partir de ce que nous on a vu quand on était soit enfant, soit au début de notre carrière. Et c'est Daniel Pauly notamment qui a travaillé sur les pêches du côté écologie, qui disait que les marins pêcheurs ont du mal à considérer les transformations de leur environnement et notamment de leur proie, autrement qu'en fonction de ce qui se passait au début de leur carrière. Avec l'idée qu'on oublie progressivement aussi la richesse passée de ce qu'étaient les écosystèmes avant. D'une génération à l'autre, on se dit que la norme, c'est un environnement, alors que c'est un environnement dégradé. Souvent appauvri, ou dégradé. Pour répondre à monsieur, il y a 500 baleines qui sont tuées par an par les Japonais en violation du moratoire et de l'arrêt de la Cour internationale de justice. Et en fait, page, excuse-moi, je vais la retrouver, 123, ça fait quoi? Je me permets une question supplémentaire. Il y a un débat entre la cause animaliste et la cause environnementaliste, et j'ai pas compris quel était le nœud de ce débat. D'ailleurs, il n'est pas mentionné dans le bouquin, c'est pour ça que je me permets la question supplémentaire. Merci. Alors rapidement, le nœud, c'est que il y a sur ces théâtres d'opération, notamment liés aux échouages, on avait peut-être une conception qui était davantage du côté d'impératifs scientifiques liés à la conservation, liés aux luttes environnementales également, avec une considération à l'échelle de l'espèce. Et ça a tendance peut-être à dialoguer davantage avec une considération à l'échelle de l'individu, et donc avec davantage une dimension morale qui, elle, emprunte à la cause animale. Donc c'est deux choses qui peuvent cohabiter, il n'y a pas mais il y a des tensions parfois, et puis sans s'opposer, elles ne sont pas non plus totalement similaires, puisque considéré à l'échelle de l'espèce, c'est pas considéré à l'échelle de l'individu. Mais typiquement, dans le livre, tu citais un exemple qui était assez parlant d'un naturaliste, d'un riverain, qui disait que pour aider à remettre une baleine à l'eau, on avait fait venir des engins, des pelleteuses sur la plage, et que ça détruisait tout un ensemble de micro-organismes et d'autres animaux, et qu'il y avait une hiérarchie aussi dans ce qu'on protégeait dans le vivant, et qu'on attachait plus d'importance à une espèce emblématique comme le rorqual qu'à un mollusque comme la théline, par exemple. Oui, voilà, ouais c'est vrai. Mais bon, après, il ne s'agit pas de juger, et puis il ne s'agit pas de trancher entre tout ça. Il s'agit de mettre en perspective des récits et la symbolique qu'il y a derrière. Non, juste une question pour savoir si la personnification des animaux qui sont faites si j'ai bien compris dans le livre que j'ai pas lu, désolé, pourrait être une arme en fait de sensibilisation auprès des populations.
je veux pas faire l'apologie de Disney, mais en fait, il y aurait un peu ce côté. Est-ce que c'est valable ce que je raconte ou pas? Bah alors très clairement, notre rapport affecté et individualisant, il s'ancre dans toutes ces références culturelles. Forcément, c'est des animaux que les humains vont très rarement croiser en vrai dans leur vie. Et quand ils vont les croiser, ça va être un aileron sitôt apparu, aussitôt disparu, un souffle dans un coin qu'on n'a pas forcément vu. Une interaction dans l'eau, ça a ses limites. Enfin bref, c'est pas des animaux avec qui on va vraiment pouvoir dans une vie avoir une rencontre, et très rares sont ceux qui vont avoir des rencontres. En revanche, c'est des animaux qui sont partout, il suffit de regarder dans une chambre d'enfant, ils sont sur les pyjamas, ils sont c'est les doudous, ils sont partout. Les baleines sont partout, et ils sont aussi dans nos livres de manière puissante, avec des personnages, c'est Moby Dick, voilà. Dans nos films, c'est Willy, c'est Flipper, c'est des individus. Donc forcément, c'est un vecteur de très puissant également, et qui a amené on le sait, le développement des luttes pour la protection, et notamment contre la captivité aussi de ces animaux. Mais la question, elle est plus ancrée sur ce terrain de qu'est-ce que ça fait à un terrain de science ensuite. Et parce que la science a besoin de moyens, la cétologie a besoin particulièrement de moyens. C'est aussi pour ça que c'est une branche embrouillée de la zoologie. C'est qu'il y a beaucoup besoin de moyens, et que ces recherches qui sont beaucoup menées par des privés en fait, et qui sont beaucoup liées à des intérêts industriels, désormais pas baleiniers, mais désormais plutôt touristiques, ils posent des questions. Et quand ils sont emprunts sur ces contextes de sauvetage d'une cause animale qui personnifie, mais qui va jouer à fond ce récit pour aussi obtenir des moyens, alors que même à côté, les scientifiques qui, eux, ont l'expérience, ont peu de moyens et peinent à trouver des moyens pour faire science, pour accumuler la connaissance, ou pour simplement faire du terrain, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des frustrations. Parce qu'il n'y a pas les mêmes légitimités, et puis il n'y a pas les mêmes moyens. Donc en tout cas, en anthropologie des sciences, c'est passionnant, parce que tous les enjeux qu'on retrouve dans d'autres terrains de socio-anthropo des sciences, là, ils sont puissance 1000. Moi, j'ai juste la curiosité de savoir pourquoi est-ce que maintenant on dit qu'ils jouent les orques dans le détroit. Et j'ai une deuxième réflexion, c'est par exemple la science dit par exemple les phoques ils peuvent pas être au-delà de la Bretagne, et en fait si. Et est-ce que les scientifiques ils observent et disent tiens, peut-être que les espèces communiquent pas entre elles, et peut-être qu'à un moment elles pourraient. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de pareil de limitation dans l'imagination qui bride tout finalement, et qui fait qu'on est aveugle à ce qui pourrait être. Ah oui, c'est une excellente question. Alors, mes collègues disent qu'ils jouent parce qu'en fait, ils ont toujours dit ça. En tout cas, les spécialistes des orques, Christophe Quinet, pour ne pas le citer, qui est le grand spécialiste des orques en France, qui a surtout travaillé sur les orques au Kerguelen et à Crozet, mais qui travaille sur les orques aussi du Détroit depuis les années 2000. Il était déjà là-bas régulièrement pendant la crise du thon. Lui, ce qu'il a pu repérer, c'est des comportements qui ressemblent à du jeu. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un terrain où, comme il y a eu beaucoup d'interactions avec des humains qui ont été filmés, parce que les gens qui se faisaient attaquer filmaient, en fait, on a pu du coup voir quels individus c'était, et puis mettre en série ces images. En fait, c'était un programme de sciences participatives qui s'ignorait. Et grâce à ces images-là, les équipes d'associations locales et de Français, parce qu'il se trouve que c'est des Français qui sont aussi impliqués, l'équipe de Christophe notamment, ont pu montrer qu'à partir de 2018, les juvéniles ont commencé à jouer comme ça, en venant taper les safrans, et que petit à petit, et en grossissant, et par capillarité, en faisant apprendre à une quinzaine d'orques sur les 40 que c'était rigolo, en fait,
ils se sont retrouvés à désormais peut-être un peu moins de 1000 interactions et puis 6 ou 7 naufrages. Mais c'est des jeux. Après, c'est du jeu. Enfin, mais moi, je dis ça, mais je suis pas spécialiste. Voilà. Donc, c'est évidemment une interprétation, et avec tout l'anthropomorphisme que peut la science et les limites à ça. Mais de la même manière qu'on peut... qu'est-ce que c'est le jeu chez l'animal, quoi. C'est forcément une projection de ce qu'est le jeu chez l'humain. Donc, voilà. Mais avec l'idée que c'est quand même des grands mammifères. Donc, qui nous ressemblent, une forte identification... On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée dans le cadre de la thématique à l'écoute du festival L'Histoire à venir du 15 au 18 mai 2025 à l'initiative de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, la librairie Ombre Blanche, le Théâtre Garonne et les éditions Anacarsis. Réalisation et mise en onde, Radio.